Voilà, bon, salut tout le monde. Ça y est, on est à la FAQ. Donc j'ai laissé 2 semaines passer avant de pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous avez été nombreux à poser des questions, donc ça c'est cool. Pour éviter que ça dure trop longtemps, on a raccourci les questions. Il y en a certaines que j'ai pas prises parce que c'est des doubles en fait. C'est des questions qu'on m'a déjà posées ou c'est des choses auxquelles je réponds dans certaines vidéos. Donc il n'y a pas besoin d'y répondre dans une FAQ. Donc vas-y, je t'écoute pour les questions. Alors elles viennent principalement de Instagram, hein. Il y en a peut-être 2-3 de YouTube, mais vraiment peu. Question de Perka. Envisages-tu de faire une vidéo avec ta copine? Exemple, 24 heures dans la forêt avec ma copine. Alors oui, alors déjà ma copine elle me suit déjà dans toutes mes vidéos, parce que c'est elle qui me cadre, comme maintenant. Et puis oui, on a prévu des projets plus longs. 24 heures ça me paraît court, on partirait plutôt sur 48 heures dans la forêt. C'est vrai que moi j'ai aussi des projets d'un peu plus long terme, enfin un peu plus long dans la forêt, genre une semaine, des trucs comme ça. Et puis je pense qu'elle me suivra, donc elle sera avec moi, donc c'est à prévoir. Question de Dams HD. Vu le contexte actuel, penses-tu qu'il soit important de se préparer à une éventuelle attaque nucléaire et quels équipements sont à prioriser? Je pense que tout dépendra des États-Unis, parce que c'est eux qui créent les guerres, hein. Donc je pense qu'il faudra attendre de voir ce que font les États-Unis. Moi je ne m'attends pas à une guerre nucléaire ni à une attaque nucléaire dans les 2 prochaines années, parce que il y a trop de conséquences derrière, c'est le barreau d'honneur, comme dit, s'il y a quelqu'un qui fait ça, qui lance une bombe nucléaire, c'est vraiment il a envie de tout perdre. Son pays, sa population, sa vie. Il a envie de tout perdre. Donc à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir une attaque nucléaire incessamment sous peu. Oui, on fait bien de se préparer parce que ce n'est pas à cause du nucléaire, mais à cause d'un effondrement du système. Là, on le voit bien déjà en février-mars, je crois. Ils veulent couper l'électricité un tiers du temps. D'après ce qu'ils ont dit en tout cas, d'après ce qu'on entend. On commence tout doucement à s'approcher des mesures où on va nous priver de certaines choses. Donc je pense qu'il est bien de se préparer, avoir ses vivres, avoir de quoi être autonome surtout. Mais en tout cas, un effondrement spontané soudain, il n'y en aura pas tout de suite, donc vous inquiétez pas, le sac évac, vous n'allez pas le sortir tout de suite. Du moins, de ce que j'en pense. Question de Leandre City. Quel matériel utilises-tu pour tes vidéos? Caméra, micro, trépied, etc. Ah, alors comme caméra principale, j'utilise le GH5, donc le Panasonic GH5. J'ai mis le Vlog pour qu'elle soit en version cinéma. Donc la caméra en elle-même a coûté à peu près 2500 balles. En caméra secondaire, donc c'est la ZV1 qu'on a là, qui est plus pour les déplacements, quand on fait des vacances ou quand on bouge, car elle est beaucoup plus compacte. Donc on peut l'emmener un peu plus partout et elle a une qualité de fou. La ZV1, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, elle est sortie assez récemment et puis en plus il y a un grand angle dessus, donc c'est super. C'est top pour faire des vlogs, des trucs comme ça. Et en drone, j'ai le DJI Mavic Air, qui fait une qualité de fou en ce qui concerne les images de drone. En stabilisateur, j'ai le Ronin SC Combo. Donc c'est un stabilisateur gyroscopique pour stabiliser la caméra GH5 ou le ZV1. J'avais 2 GoPro, j'avais la Hero 7 et la Hero 9 Black. Et j'ai revendu la Hero 7 pour acheter la 10. Mais quand j'ai vu la bouse que c'était la Hero 10, je me suis freiné. Et je vais plutôt racheter une GoPro Hero 9 qui chauffe beaucoup moins. Sinon, niveau logiciel, j'utilise Adobe Premiere Pro. Sauf que mon PC, c'est un MSI GP 72. Donc c'est un PC qui est pas tout neuf, hein. Il a je crois 3-4 ans. Et il a une carte graphique GTX 1050 Ti. Donc il est vraiment dépassé. Donc pour faire les montages c'est très compliqué. Pour faire une bonne vidéo en 10 heures, il faut s'accrocher, hein. Il faut vraiment s'accrocher parce que ça saccade. On n'a pas l'image nette, elle saccade. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce qu'il faut des fois recommencer. Il faut réencoder 3-4 fois. En plus les encodages me durent à peu près 2 heures. Parce que le PC est tellement lent, tellement dépassé que voilà, il pompe énormément d'énergie, de ressources. C'est difficile pour moi de faire des vidéos en 4K 60 images par seconde. Le PC... je vois plus rien, les images c'est du 1 FPS hein, que je vois. Voilà, donc si jamais je trouve un bon PC, un de ces quatre, c'est pas trop cher, ben j'en profiterai à fond. Question de David PLT. Est-ce que tu vas rechercher du monde pour tes futures vidéos? Monteur, cadreur? Alors, je cherche effectivement un cadreur. C'est sûr que pour l'instant, la chaîne ne me ramène pas d'argent du tout, enfin très peu. Le peu d'argent que je gagne via YouTube, je le réinvestis directement dans ce qu'on fait. Par exemple, là, on part faire une descente de rivière. Ben, c'est l'argent que j'ai gagné via YouTube depuis 4-5 mois pour pouvoir faire cette vidéo.
Donc, vous voyez, c'est réinvesti tout de suite, mais avec beaucoup de temps. C'est pour vous dire à quel point je gagne pas assez avec YouTube. Donc, si je prends un cadreur, ce sera pour faire des vidéos ponctuelles, par exemple une matinée, un samedi, rémunéré à hauteur de 50 euros. Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Mais oui, je cherche éventuellement un cadreur, donc en Alsace. Il faut quelqu'un de passionné avant tout. Hein. Si quelqu'un vient pour l'argent, il est mal tombé. Hein. Donc voilà, le message au moins est passé. Après, pour ce qui est du montage, pour l'instant, je veux garder ma patte. Je peux vous dire vraiment que c'est quelque chose que je déteste, le montage, mais parce que j'ai un PC de merde. Si j'avais un bon PC, je pense que j'aurais beaucoup plus de plaisir à faire du montage. Mais pour l'instant, je peux pas déléguer le montage parce que déjà, j'ai pas les moyens. Et puis ensuite, c'est quelque chose d'assez personnel, le montage. Donc, à moins de trouver quelqu'un que je rémunère correctement et que je peux cadrer derrière, pour l'instant, je cherche juste un cadreur qui voudra bien nous suivre dans nos aventures. Question de Régis Mérel. Qu'est-ce qu'il faudrait comme sac pour une famille? 2 adultes, 1 ado et 2 enfants. Alors 3 à 1 an, c'est les sacs tu laisses tomber. Un sac, c'est bon quand le gamin commence à avoir 5-6 ans. Il peut porter déjà des petites affaires, pas trop lourdes. C'est très traumatisant le sac quand on est petit, quand on est enfant. Donc à éviter vivement. Un gamin de 10-11 ans sera déjà un peu plus prêt à porter un sac, mais pas trop lourd. Petit sac de randonnée où il peut mettre des affaires de rechange, sa gourde. Pour ce qui est d'une famille, il faudrait que les 2 parents aient de quoi subvenir à leur famille sur leur dos. Que les enfants n'aient pas à porter de sac. C'est quoi, c'est deux adultes et 2 enfants? 2 adultes, 1 ado et 2 enfants. Ok, donc ça ferait que les 2 adultes auraient un grand sac chacun de 50-60 litres maximum, pas besoin de plus. Hein. Et l'ado, un sac de 40 litres, pas non plus surchargé, mais où il peut mettre quand même pas mal d'affaires. Les 3, ça suffirait largement pour la famille, pour un sac évac, ou même partir en trek pendant des mois, des semaines. Comme dit, dans la survie, à partir du moment où tu as le minimum essentiel à la survie, couteau, ficelle, de quoi faire du feu, tu peux vivre très longtemps à beaucoup de personnes dans la forêt. Après, c'est sûr qu'il y a le couchage, il y a la tente, il y a les tarpes, il y a les hamacs, ça dépend de ce que vous utilisez. Moi, je vous conseille le hamac, un tarp et un sac de couchage. C'est beaucoup plus léger qu'une tente, tapis de sol, tout ça. Question de Perka. Envisages-tu de faire une vidéo avec des abonnés où vous survivez dans la forêt ou autre endroit? Oui, c'est prévu. Ça va pas être un stage de survie. Je ne fais pas de stage de survie. Je n'ai pas de formation d'instructeur de survie. Beaucoup font des stages de survie et n'ont aucune formation. C'est juste des gens qui font du survivalisme, on va dire. Et ça, je suis contre à 200%. Il faut passer des examens pour pouvoir être instructeur. Sinon, il y a trop d'accidents comme on l'a vu. Moi, par contre, ce que je propose, c'est qu'un de ces 4, on se réunit avec une dizaine d'abonnés peut-être. On se fait un petit camp ensemble. Je leur donne des petits tips qu'ils veulent apprendre. Mais on fait un camp ensemble pour discuter de tout. On s'amuse. On fait un peu de survie à notre sauce. Mais sans impliquer le côté nourriture. Ça, c'est le truc le plus dangereux. Donc, si on y va avec notre propre bouffe. On chasse pas, on piège pas et on cueille pas. Donc ne pas mettre en danger les gens, ça c'est le truc le plus important quand on fait de la survie avec des gens qu'on ne connaît pas. On fait un petit camp ensemble et puis on rigole bien ensemble. On fait des trucs un petit peu aventure dans la forêt. Je vous montre deux, trois trucs de survie que j'ai appris moi à l'armée et tout ça. Dans une amicale, on va dire ça. Question de Le Coco. Est-ce que tu utilises encore ton Schrad Frontière? Ah, le Schrad Frontier, oui, j'utilise très souvent. C'était la semaine dernière, on est parti avec le Schrad en forêt. En gros, quand on sait qu'on va faire une forêt de nuit et que je sais qu'il y a du gibier, des trucs comme ça, je prends le Schrad Frontier. On sait jamais, si jamais il y a un animal qui vient de nuit, ça peut me permettre de me défendre au moins un minimum. Et en plus, niveau bâtonnage et niveau bushcraft, c'est un excellent couteau. Question de Marc Rochefort 31. Vas-tu parler lors de tes vidéos de survie en cas d'effondrement, de savoir comment défendre son camp, etc. Ah oui, c'est celui qui m'a parlé de défendre son camp. Oui, ça me paraît être intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué récemment, je fais des vidéos un peu psychologiques. Là, j'ai récemment parlé de la peur, mais je vais aussi parler du côté vie en communauté, vivre voilà, dans un camp avec des gens qu'on ne connaît pas, où il y a des caractères différents, il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, oui, je vais faire des vidéos où je montre comment s'adapter aux gens et comment défendre son camp quand il y a plusieurs personnes, les lieux stratégiques, les points stratégiques, qui défendre,
qui mettre en avant, comment verrouiller son camp, comment faire part aux intrusions et le côté un peu fonctionnel du camp. Donc ça me paraît intéressant à faire et oui, je le ferai dans une vidéo, pas encore cette année parce que cette année on a plein de projets encore, mais peut-être l'année prochaine, en début d'année prochaine, on fera ça avec 2-3 personnes, ça peut être intéressant. Question de Robert Bloch. Tu as toujours ta copine? J'ai toujours ma copine. C'est un peu personnel comme question ça. Oui, ben elle est là. T'es vacciné contre le Covid-19? C'est encore très très personnel, c'est marrant ça, Robert. Des questions très très personnelles, hein. C'est un peu intrusif. Hein. Ben non, je suis aucunement vacciné, j'ai aucun vaccin. Plusieurs questions de Del Pueblo. D'abord, est-ce que tu as un kit de pêche? Oui, j'ai un kit de pêche complet, je l'ai déjà montré d'ailleurs dans une de mes vidéos, où il y a hameçon, plomb, flotteur, fil de pêche. Est-ce que tu as un kit de chasse? De chasse, j'ai mon arbalète avec mon arc, mes flèches, mes carreaux. J'ai un lance-pierre pour le tout petit gibier. J'ai un harpon, en fait c'est une lance à multi-broches on va dire, pour le poisson. Comment fais-tu pour récupérer de l'eau sans sortir de chez toi? Sans sortir de chez moi? Eh ben, il y a une technique assez simple. Enfin, si vous vivez en appartement, ça va être compliqué. Le seul moyen de récupérer de l'eau sans sortir de chez toi, c'est d'aller sous la gouttière, de mettre un seau. Après, si vous avez un petit balcon ou une terrasse, vous pouvez très bien poser une bâche, mettre un point de descente où l'eau va couler en direction d'un seau. Et ça, c'est le meilleur moyen de récupérer l'eau naturellement, sans avoir besoin de l'arrivée d'eau. Et ça marche plutôt bien parce que je connais quelqu'un qui a fait ça chez lui. Et il a mis juste une bâche, il a pu remplir 2 containers de 2000 litres, comme ça, en une saison. Donc il a de l'eau pour 2 ans tranquillement. Comment faire un feu sans mettre la végétation aux alentours en danger? Ça c'est une très très bonne question, parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'incendies, on le voit beaucoup aux informations. Le risque zéro n'existe pas. Et malheureusement il y en a beaucoup qui font la grossière erreur de se dire oh, mais c'est vert, ça va pas flamber. Là, vous voyez, tout est vert là. Pourtant, ça, c'est le meilleur élément pour prendre feu. Alors, c'est sûr que quand c'est très très vert, ça va avoir du mal à prendre. Mais si aux abords, ça prend déjà bien, le feu, il est installé, le reste, le vert, va vite se déshydrater, vite s'assécher et il va brûler instantanément. Donc, à partir du moment où il y a un foyer, où il y a un endroit où c'est très sec, ça peut partir très très vite. Donc le meilleur moyen de ne pas foutre le feu à une forêt quand on veut faire un feu, si vous n'avez pas le choix que de faire un feu, c'est de le faire déjà peut-être aux abords d'une rivière, sur de la terre, sur les chemins, les sentiers, ou même de raser totalement tout ce qu'il y a autour sur un rayon d'à peu près 2 mètres, d'enlever totalement la végétation, de sortir la terre en fait, de labourer la terre autour, toujours avec sa gourde à proximité au cas où, faire un feu polynésien, donc c'est creuser dans le sol pour que le feu soit dans le sol et non pas à l'extérieur, ce qui va éviter que les braises qui sont dedans vont éclater et vont partir sur les herbes qui sont sur les côtés. Donc vous creusez dans le sol, vous mettez votre foyer dedans et vous faites votre feu à l'intérieur de ça. Et une fois que vous avez terminé, vous avez cuit votre popote et tout ça, vous vous êtes réchauffé, vous refermez avec la terre qu'il y a autour. Ça, c'est le meilleur moyen pour éviter les incendies. Mais évitez de mettre juste des pierres comme ça, faire un feu au milieu avec l'herbe autour, avec les trucs comme ça. Ça, il n'y a rien de pire pour lancer un feu autour de vous et foutre le feu à la forêt. Question de Le Maire Thomas. Est-ce que tu as une astuce pour retenir les plantes? Car je n'arrive pas à retenir celles qui sont comestibles et celles qui sont toxiques. Oui, alors ça c'est très très complexe. Beaucoup de gens n'arrivent pas à enregistrer les noms, assimiler les plantes et tout ça. J'en fais partie. Alors ça on n'y peut rien, hein. C'est comme ça, c'est la mémoire. Hein. On a de la mémoire ou on n'a pas de la mémoire. En gros, moi ce que je conseille, parce que avec les livres, si vous prenez un livre que vous apprenez par cœur comme ça et que vous le fermez, vous le laissez chez vous et que vous partez dans la forêt, vous allez être confronté aux différences des variétés. En gros, vous aurez des choses qui ressembleront pas trop et vous direz ça c'est la machin. C'est vraiment celle-là où vous allez avoir des doutes. Ça va trop être compliqué, vous allez vous perdre et vous allez faire des erreurs qui peuvent être dramatiques. Moi, ce que je vous conseille, ne vous basez pas sur votre tête. Si vous savez que vous n'avez pas de mémoire, basez-vous sur vos bouquins. Emmenez des petits bouquins de poche, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, et là, vous y allez. Et quand vous allez sur le terrain, si vous utilisez ces plantes-là, vous allez les mémoriser à force de les utiliser. C'est tout, c'est un apprentissage. À force d'utiliser une plante, anesthésier quelque chose, guérir des douleurs de ventre,
ou faire un thé. À force de les utiliser, vous allez les apprendre par cœur. Vous n'avez pas besoin de savoir comment elles s'appellent à partir du moment que vous les reconnaissez. Personnellement, je ne vais jamais en forêt en survie sans mes petits bouquins en me disant oui mais je saurais les reconnaître. Moi je me fais pas confiance au niveau mémoire des noms. Je me fais confiance en topographie, je me fais confiance en survie, en pratique. Je sais qu'il y a plein de choses où je sais que j'ai pas peur d'y aller parce que j'ai déjà affronté ces moments-là. En gros, dans la forêt, il n'y a pas grand-chose qui me font peur. Mais il y a une chose à laquelle je ne me fierai jamais, c'est ma mémoire sur les plantes, les fruits et tout ça, où l'erreur peut être fatale. Donc, je vous conseille de prendre des petits bouquins, comme ça vous êtes tranquille. Question de Tomator. Peut-on être survivaliste dans une forêt malgré qu'on vit dans un milieu urbain? Comme je vous l'ai dit, le survivaliste, c'est une personne qui est capable de se débrouiller avec n'importe quel moyen quand il est seul, quand il est perdu quelque part. C'est pas le lieu où tu vis, c'est pas la famille dans laquelle tu as grandi, c'est pas ta religion, c'est pas ton travail. Le survivaliste, c'est ton adaptation aux environnements. Tu peux très bien vivre au centre de Paris, au plein cœur de la ville, et être un survivaliste. Parce que tu as ces connaissances du terrain, peut-être que tu as appris de la forêt, peut-être que tu as acquis de l'expérience vis-à-vis de certains voyages que tu as fait dans ta vie, que tu as appris des choses de ton entourage. Tu sais que si tu quittes ta ville et que tu vas en forêt, tu sauras t'en sortir. Tu sais utiliser un couteau pour faire du feu, pour dépecer une bête, cuire ta viande, fabriquer un abri. Tu sais faire tout ça. Tu l'as dans ta tête, c'est comme ça. Tu es quelqu'un de polyvalent, de bricoleur, avec beaucoup d'imagination. Tu sais utiliser tes mains. Donc, peu importe où tu vis, tu es un survivaliste si tu es capable de tout ça. Donc le lieu où tu vis, ça ne change rien du tout. Feras-tu des vidéos en direct sur Twitch et existe-t-il déjà un Discord à disposition? Alors déjà Twitch, oui, parce que j'ai déjà créé la chaîne Twitch Johan Skogen et j'ai déjà essayé 2-3 trucs dessus, mais c'était juste pour essayer. Mais le problème est, comme je vous l'ai dit, j'ai un PC qui date du XVIe siècle avec des performances. Autant vous dire que pour faire du live Twitch, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y a déjà la chaîne, j'ai le matos pour faire, hein, j'ai la caméra, j'ai le micro, j'ai tout ce qu'il faut. Comme dit, j'ai pas bon PC, donc pour l'instant pas de live Twitch, mais ça va venir prochainement, d'ici peut-être l'année prochaine, le temps que je trouve un PC, que j'arrive à l'acheter, parce que c'est quand même un coût. Pour ça, c'est sûr que les donations vont nous aider. Sur Tipeee, donc si jamais vous voulez faire des dons sur Tipeee, ça va nous permettre d'acheter du matériel et notamment on a le projet du PC, donc voilà, c'est à ça que sert le donation goal de Tipeee. Et pour le Discord, j'ai un Discord, pour l'instant je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire, on verra, peut-être un jour il nous servira. Question suivante. Question de Matt Arnaud. J'aimerais savoir si tu reçois toujours des box de Be Ready et si tu en es toujours content. Alors, Be Ready, en gros on est encore en contact, on parle une fois de temps en temps. Moi je lui ai proposé quelque chose. Le truc c'est que Be Ready propose beaucoup de choses originales, surtout utiles. D'ailleurs il m'a demandé conseil aussi sur des différentes choses que je pourrais proposer. Et je trouve que ce qu'il propose dans les box sont vraiment très pertinents, des choses dont vous aurez besoin en survie. Moi j'ai un projet box pour moi déjà, et pourquoi pas faire une box après de cette box que j'ai fait pour moi. On verra si... De toute façon, le temps va passer. La box que je vais sortir, elle va sortir d'ici fin d'année. Je ne vais pas en dire plus, parce que c'est quand même un petit projet. Mais en tout cas, si cette box fonctionne déjà pour moi, si ça intéresse quelques personnes, j'aimerais bien aussi la proposer à Be Ready. On en a discuté, ça lui plaît bien, donc on verra. Pour l'instant, il n'y a aucun projet d'installer, mais en tout cas, Be Ready, moi j'adhère beaucoup. Et je ne vais pas demander plus de box parce que ce qu'il va m'envoyer, je l'ai déjà, parce que j'ai tellement de matos de survie chez moi, donc des projets peut-être à venir avec Be Ready. Dernière question de Nicolas Tissot. C'est la dernière? Oui. Ah oui, j'ai plus de voix. Est-ce que tu as des références de livres d'herboristerie sur les arbres en pocket ou en normal? Alors il faut que vous regardiez vraiment les autres vidéos, parce que j'ai l'impression que vous ne regardez pas tout. Il faut regarder toutes mes vidéos. Donc pour ceux qui s'abonnent là récemment, vous allez revoir toutes les anciennes vidéos, parce que vous loupez plein de trucs et vous me posez beaucoup de questions qui sont déjà sortis dans les anciennes vidéos. Donc ça me fait me répéter, et j'ai déjà plus de voix. Mais en gros, oui, j'ai des petits bouquins sur l'herboristerie, sur les plantes, les arbres, les fruits, les mammifères. Je vous ai déjà montré ça dans une ancienne vidéo, donc je vous invite vraiment à regarder les anciennes vidéos. Voilà, c'est la dernière question, on est bien?
Ok, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai décidé de faire court parce que y a beaucoup de questions et puis je perds vite ma voix, je sais pas pourquoi. Pour résumer, voilà, il y aura une vidéo avec les abonnés, il y aura des vidéos encore urbains sur les camps et trucs comme ça. On cherche un cadreur pour des demi-journées pour l'instant, mais quelqu'un de passionné, hein, pas quelqu'un qui vient que pour l'argent, il faut quelqu'un qui sache ce qu'il fait, qui soit bon dans ce qu'il fait quand même, hein. C'est un minimum parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant quand même, et qui puisse toucher à tout aussi, autant un hybride qu'un compact, qu'un drone, et puis qui aime la nature, qui aime les aventures, qui aime un peu faire des trucs de fou dans la forêt. Et puis voilà, il y a encore d'autres partenariats qui vont arriver. C'est pas encore des sponsors, j'ai pas encore de sponsors dans mes vidéos. Donc vous avez vu que je ne sponsorise pas mes vidéos. Donc ce qui veut dire que je n'ai personne qui me paye les vidéos que je fais. On a déjà fait 4-5 petits partenariats avec des sociétés qui mettaient en avant leurs produits. Donc ils m'envoient le produit, je le teste dans mes vidéos, soit dans un scénario où je veux vous montrer quelque chose déjà via ma vidéo, soit c'est une vidéo dédiée à ça, comme Olight. Mais je ne touche rien du tout. Donc ce que j'ai investi dans ces vidéos, ça sort de ma poche. Donc tout ce que je gagne moi, c'est le produit, en gros. Donc là, prochainement, on a encore 3 partenariats. Mais j'espère que à long terme, j'espère qu'avec le temps, on aura aussi des sponsors. Et là, c'est différent. Un sponsor, on met en avant quelque chose, un produit, un jeu, une société, une application. Et là, on nous envoie de l'argent pour payer la vidéo où on va mettre le sponsor. Et donc là, ce sera beaucoup plus intéressant pour nous parce que on aura un revenu, on pourra financer plus facilement nos déplacements, nos tournages et faire quelque chose de beaucoup plus quali aussi. En attendant, on fait appel aux dons et c'est le seul moyen pour nous de faire des choses intéressantes comme ça. On s'en sort comme on peut. Bon, ben c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça ferait super plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.